just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas
dans le vlogmas. Peu inhabituel, on va dire, mais j'ai décidé de changer. Vous voyez, je suis en mode cocooning. Lumière, un truc qui fait beaucoup de lumière dans ma tronche. Et je vais vous disséminer, ça et là, dans le vlogmas, les 4 choses dont je vais vous parler. C'est pour ça que je suis à moitié dans le noir. Pour la bonne simple raison que je vais vous encadrer, je pense, je vais me décaler. Je vais mettre le truc ici, non, ici. Voilà, je vous mettrai la photo ici. Donc je pense que je vais décaler juste un tout petit peu pour que je puisse, moi je vais me décaler, imbécile heureuse, pour que je puisse mettre la photo, donc ici. Oui, toujours aussi douée, Lisa. Donc on va parler de 2 séries, d'un film et d'un documentaire. Donc on va faire un film, un documentaire. Non, on va faire un film, une série, un documentaire, une série. Donc, premier, et donc je couperai, hein, vous verrez. Premier, on va parler du film que j'ai vu sur je ne sais plus quelle plateforme. Vous savez, les vieux, c'est plus ce que c'était. Je crois que c'est Netflix, qui s'appelle Dernière lettre de son amant. Je ne comptais absolument pas le. Non, non, alors vous allez vous dire non, ça va pas du tout, Lisa, c'est pas du tout toi. C'est pas du tout moi. Mais je dois avouer que la distribution, Felicity Jones, Callum Turner et Shailene Woodley me disait un peu quelque chose. J'avais vraiment envie de les voir. Alors je suis pas une grande fan des 3, mais je me suis dit tiens, j'ai lu le résumé, je me suis dit oh merde, une guimauve. Bon, j'ai dit ça va, c'est la guimauve de Noël. Tu en auras au moins vu une. Et bah c'est pas une guimauve. Voilà. Alors on est en 2 temporalités, on est de nos jours et dans les années 60. C'est une journaliste qui a des gros problèmes de cœur, hein, un peu, ça serait un peu la Bridget Jones, si vous voulez, à moins cucu, et qui, un jour, on lui propose un papier, et donc on va lui donner un papier à faire sur une personnalité, et elle va piocher, évidemment, dans les archives, elle va tomber sur un fragment de lettre, qui prouve que cette dame, qui a l'air d'être tout à fait respectable, n'était pas aussi lisse que ce qu'elle veut bien faire paraître et qu'elle avait un autre homme dans sa vie que celui avec qui elle était mariée. Et donc on va plonger dans les 2 temporalités, c'est-à-dire que elle va faire creuser ce qu'elle dans les archives, elle va rencontrer l'archiviste qui n'est pas indifférent à la dame et auquel elle n'est pas indifférente, mais alors, elle est un peu longue à la détente, et lui il est un peu nouillé pour se déclarer, et on va suivre cette jeune femme, donc la femme des années 60, donc dans toute la période, elle a des vêtements à la Jackie Kennedy, elle est mariée avec un mec qui est d'une... Alors, voilà, ils sont très british, machin, etc. Ça se passe à Londres, hein, donc machin. Mais lui, voilà, c'est l'aristo british des années 60, très rigide. Alors, on ne dit pas qu'il aime pas sa femme, hein, c'est pas du tout ça, mais bon, voilà, il n'est pas très démonstratif. Elle se contente de sa vie de femme mariée, de jeune femme mariée, même avec ce carcan. On sent bien que c'est un carcan pour elle, mais bon, elle n'est pas si malheureuse que ça, elle a une très belle vie, elle est... Voilà. Et puis un jour, elle croise un mec qui, en fait, est un jeune homme beaucoup plus libéré qu'elle, et qui va... ils vont petit à petit se découvrir, et ils vont tomber follement amoureux, mais au point qu'elle se dit qu'elle peut partir avec lui à tout moment. D'ailleurs, il lui propose. Et donc, si vous connaissez le film Elle et lui, c'est sur le même principe, c'est-à-dire que voilà, ils s'échangent. Et les lettres, c'est forcément, il lui écrit des lettres pour lui avouer ses sentiments, etc. Mais nous, quand on la découvre, elle arrive dans les années 60, elle a oublié qui elle était, c'est-à-dire qu'en fait, elle est... Alors, on sait qu'elle était sur le chemin de le rejoindre, elle a eu un accident, on ne sait pas si elle voulait le rejoindre ou si elle voulait mettre un terme à sa liaison avant qu'il parte, définitivement, puisqu'il parte à New York. Mais elle est amnésique, et donc tout a l'air d'être beau dans le meilleur des mondes, jusqu'au moment où elle prend un livre au hasard dans la bibliothèque et elle tombe sur la lettre dans laquelle il lui demande de partir signé par un pseudonyme, un truc qui n'est qu'à eux, et elle va remonter le fil petit à petit de tout ça. Voilà. Alors c'est un très joli film. Honnêtement, moi, j'étais pas en mode machin, mais j'ai trouvé que c'était joli parce que pour moi, c'était surtout la finalité du film qui m'a plu. C'est-à-dire que on les revoit plus vieux, les personnages, et en fait, c'est une réflexion sur
sur est-ce que l'amour a un âge? En vérité, non. Est-ce qu'on peut avoir regretté toute sa vie quelqu'un qu'on a loupé, alors pour le destin, parce qu'on n'a pas osé sur le coin, parce que la personne n'était pas libre, parce qu'on n'était pas libre soi-même, etc. Est-ce que quand à la fin de sa vie on arrive, on se dit pas, si on redonnait une chance, si par hasard la personne se repointe, on se dit, ah tiens, pourquoi pas? Et est-ce que même à 80 ans passés, on a le droit de retomber amoureux de quelqu'un ou d'être toujours amoureux de quelqu'un? Voilà, alors c'est... Sur le principe, vous allez me dire, c'est facile, on a vu ça 10 000 fois. Oui, on l'a vu 10 000 fois. Le film, Elle et lui, est largement plus beau romantiquement et romanesquement parlant. Mais pour un film d'actuellement, moi j'ai trouvé ça très bien foutu. En plus, c'est bien rythmé par une bande-son des années 60. L'histoirette, l'amourette entre l'archiviste et l'agent de journaliste, moi j'ai trouvé ça mignonné. C'est très Bridget Jones, Love Actually, si vous voulez. Enfin, c'est anglais, quoi. Hein. Voilà. Et la reconstitution des années 60 de ces femmes est vachement bien foutue. C'est-à-dire entre celles qui se contentaient d'être des femmes, des potiches, et qui étaient très contentes comme ça, ou qui avaient été élevées exactement comme ça et qui ne se posaient absolument pas les questions, et cette jeune femme qui se pose des questions, qui se dit que c'est pas ça la vie d'une femme en vérité, et qui est beaucoup plus libre d'esprit, mais qui est à l'étroit dans le mariage et dans le chemin qu'on lui a choisi. Voilà, donc ça c'est un très joli film, vous pouvez le regarder pour Noël. Donc La dernière lettre de son amant, c'est sur Netflix, donc ça m'est revenu. Ok, ça c'est fait. Bon, je bois un coup, comme ça je coupe. Et je vous parle donc du documentaire. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Du documentaire. Alors je vous le dis tout de suite, hein, le documentaire. Si vous n'aimez pas la Formule 1, les pilotes automobiles ou Keanu Reeves, ça va être difficile. Ça. Ah, j'ai attiré le chaland là. Ils se sont dit quoi? Où ça Keanu Reeves? Alors là, vous allez le voir sur toutes les coutures. Je vais vous parler d'un documentaire qui est sur Disney+, qui s'appelle Brown GP The Impossible. En fait, c'est The Impossible Formula One Story. En fait, c'est l'histoire de l'écurie Brown GP. Moi, je l'ai connue en direct live. Comme on dit. C'est que véritablement, moi je suis une fan de Formule 1 depuis que j'ai, 7-8 ans, hein, voilà, et vraiment. Et je suis la Formule 1 tout le temps, voilà. Donc cette écurie, en fait, était tenue par Honda, c'était au moment des subprimes. Et Honda a dû se retirer de la Formule 1 parce qu'ils avaient peur de plonger la compagnie. Ils avaient quand même des milliers d'emplois à la clé. Tout ça pour une écurie de Formule 1. Et donc ils ont préféré lâcher l'écurie et plus ou moins donner un moteur basique avant de partir. Mais pour cela, il fallait reprendre l'écurie parce qu'il y avait des pilotes qui étaient engagés, notamment un certain Jenson Button que je suivais avec grande... Oui, alors j'étais déjà très à Lewis Hamilton, mais mon deuxième cœur était pour Jenson Button, voilà. Et oui, j'étais très torturée pendant les Grands Prix, moi. Bon, deux Britanniques. Désolée. Ah bah ça, attendez, bougez pas, il y a Hux qui est en train de s'installer sur un truc. C'était couché derrière la caméra et il faisait bouger. Je voyais qu'il s'amusait avec le petit réceptacle là. C'était pas bon ça, c'était pas bon. Bref, donc
On en était où? Oui, donc ils vont remonter. Alors, c'est Keanu Reeves. Oui, lui-même, himself. J'ai auto-ventilé tout le long du commentaire. Vous le voyez sur toutes les coutures, hein, ce type, c'est un bonheur. Sa voix, son machin. Alors, vous savez qu'il est très fan des sports automobiles, de moto, mais de très fan de sports automobiles. Il s'y connaît très bien. Et donc, il mène les interviews des différents protagonistes de l'époque. Alors, ça va, il y a des patrons d'écurie qui sont toujours là, hein, comme Christian Horner, etc. Mais il interviewe tous les acteurs qui ont vécu cette saison-là. Et cette saison-là a été exceptionnelle, parce qu'en fait, d'une petite écurie comme Brown GP, qui a été lâchée par Honda et qui a été rachetée plus ou moins pour le pound symbolique, mais qui avait très peu de moyens, très peu de mécanos, ils étaient deux pilotes, hein. Il y avait Jenson Button et Rubens Barrichello, et donc un avait un contrat pour la saison, l'autre il a couru course à course avec des contrats renouvelables, parce qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses pour lui faire un gros contrat, et ils avaient les mécanos qu'ils avaient. Donc ils rafistolaient cette bagnole. D'ailleurs, on leur disait, le plus important, c'est que tu finisses le Grand Prix sans avoir cassé quoi que ce soit sur la voiture. On n'a pas de pièces de rechange. Et ils ont fait ça tout le temps. Et en fait, les grosses écuries, les mastodontes, on pensait qu'en fait, en gros, ils allaient végéter au milieu du classement, parce qu'avec une voiture pareille, ils n'avaient pas fait de test de soufflerie, ils n'avaient pas fait... Voilà, ils ont travaillé sur la voiture pendant peut-être une semaine, alors que les autres, ça faisait 6 mois qu'ils y travaillaient. Je rappelle qu'ils travaillent d'une année pour l'autre, etc., sur les voitures, hein, donc c'est assez compliqué. Tout ça, en plus, avec quand ils ont commencé à gagner des courses, notamment Jenson Button, ils ont commencé à s'attirer les foudres des autres écuries en disant attendez, il n'y aurait pas un problème sur la voiture, dessous, là, en bas à droite. Voilà. Et tout le documentaire interroge Grand Prix par Grand Prix, ce qui s'est passé. Donc au début, ils ont gagné pratiquement tous les Grands Prix d'une façon très bonne, parce que Jenson Button est un très bon pilote avec une voiture très moyenne, mais il est arrivé à faire des choses exceptionnelles. Et il y a eu un ventre creux à un moment donné de la saison, et tout le monde, il grappillait, les autres grappillaient sur lui. Et il a fallu faire des choix. Voilà, ils se sont dit, est-ce qu'on a la possibilité de faire devenir un champion du monde de Jenson Button avec notre voiture moyenne, est-ce qu'on voit une tactique? Le problème, c'est qu'à la fin de la saison, non seulement ils ont gagné le championnat du monde des pilotes, mais ils ont gagné le championnat du monde des constructeurs. D'écurie, voilà. Donc je vous raconte pas la tronche des autres, qui sont très mauvais perdants, hein. Alors j'étais pas une fan de Christian Horner, hein, je dois avouer, le patron actuel de Red Bull, qui était déjà qui était déjà chez Red Bull à l'époque, mais alors il a une mauvaise foi qui m'horripile. Voilà, alors déjà son pilote actuel m'horripile, mais alors lui, il m'a toujours horripilé, mais c'est pire là. C'est pas mon pote. Par contre, je dois avouer que les interviews qui se passent entre Jenson Button sur un canapé et Keanu Reeves sur un fauteuil, moi j'aurais aimé être une petite souris, enfin une grosse souris, un gros mulot, mais j'aurais adoré. Oh mon dieu. Alors Jenson Button vit formidablement bien, Keanu Reeves aussi, vous imaginez bien le niveau de queenage de Lisa. Ah, si j'avais pu le regarder 3 fois d'affilée... Ah bah, que voulez-vous, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, donc ça s'appelle Brown GP, donc The Impossible Formula One Story, je crois que ça s'appelle, c'est sur Disney+, donc les fans de Formule 1. Là, si vous n'aimez pas la Formule 1, vous baissez le son et vous regardez Keanu Reeves. C'est pareil, ça fait le même effet. C'est mieux. Enfin bon, bref. Sur la série. Alors on devait faire la série, hein, Lisa a complètement barré parce que dès qu'elle a vu Formule 1, elle se retient pas. Donc on fera 2 séries pour la fin, désolé. Alors la deuxième série, c'est une série française qui s'appelle d'argent et de sang. Alors c'est la première partie, la deuxième partie va arriver je crois en janvier sur Canal+. Donc
en fait, l'histoire de la taxe carbone. Je pense que tout le monde en a entendu parler, cette histoire où, en fait, des grosses entreprises qui polluaient beaucoup pouvaient racheter des points, des images comme à la maternelle, de compagnies ou de sociétés qui étaient plus écolo responsables pour, en gros, remettre leur niveau de taxe carbone à zéro. Grosse arnaque, hein, on est bien d'accord. Voilà, mais ça marchait. Et ils devaient payer pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils devaient racheter des points, en fait, entre guillemets, à celles qui étaient vertueuses, et ce qui leur permettait d'effacer leur casse carbone. Donc, évidemment, il y a des gouvernements qui ont créé des sociétés, ils ont carrément fait un marché, voilà, vraiment, dans les bourses d'échange, on pouvait racheter du carbone, en fait, de la taxe carbone. Et il y a des petits filous qui se sont dit que ça serait pas mal, parce qu'en fait, on donnait de l'argent aux sociétés qui était censé pouvoir donner du bon carbone à l'autre. Donc il y a des petits malins qui ont créé des sociétés fictives un peu de partout dans le monde pour pouvoir vendre fictivement, parce que tout se passe en ligne, on est bien d'accord, revendre de leurs points positifs à des méchants, alors qu'en vérité ils n'avaient pas de société, ils faisaient rien du tout. Simplement, ça passait par l'État français, ça passait par une banque qui était missionnée par l'État français, la Banque de la France en gros, pas la Banque de France, hein, voilà, une banque qui est la banque qui fait ce genre de choses, et qui, en gros, s'est fait gruger de quelques millions. Hein. Aussi, milliards, on va dire. Voilà, ça c'est l'arnaque s'est fait en millions, 2 millions. Voilà. Et donc là, on suit un magistrat qui va être chargé, j'ai un cheveu qui m'énerve, qui va être chargé, en fait, de remonter une filière qu'ils ont identifiée de deux petits truands, un peu analphabètes, mais qui se démerdent bien, qui ont un gros bagou, etc., qui viennent de Belleville, qui sont des juifs tunisiens, alors français, mais d'origine juive tunisienne. Et ces deux Français-là décident de monter des opérations un peu partout dans le monde en prenant des prête-noms, qui rémunèrent pas forcément bien, mais bon, les gens ont besoin d'argent à ce moment-là, donc ils acceptent. Et ils vont se lier avec un jeune trader, un petit con, mais qui navigue dans les très hautes sphères des finances, qui a un beau papa qui est milliardaire, avec une femme qui est la prunelle des yeux de son papounet, et qu'il veut un peu éblouir aussi, alors non seulement par son côté un peu outrancier, mais aussi parce que elle est beaucoup plus riche que lui, et que même s'il galère il rame tout le long de la Tamise, il n'y arrivera jamais ni de... Voilà. Donc il sent l'opportunité de se faire quelques centaines de millions, et il se dit, comme ça, elle n'aura plus besoin de demander à papounet, je pourrais claquer autant d'argent que papa. Voilà. Et ces deux mondes complètement différents vont se rencontrer pour arnaquer, en fait, en gros, suivi de main de maître par Vincent Landon, qui joue ce magistrat financier, qui leur colle au cul et qui leur fait un peu peur, d'ailleurs qui les suit même jusqu'en Israël où ils vont se cacher, etc., avec la complicité de leur famille, mais aussi lui, le magistrat, a des attaches un peu de partout, il connaissait, parce qu'il est très respecté dans son milieu, et donc voilà. Alors la première partie c'est d'argent, on a bien compris, donc en fait c'est juste le montage financier que ces mecs ont fait et le détricotage que le magistrat a pu faire, tout ça avec des personnages hyper bien foutus, parce que chaque personnage a une vie, a des problèmes. On montre pas que le côté bling bling, pétage de plomb, etc. C'est vraiment, voilà, ils ont chacun ou des soucis ou un problème entre eux. Voilà, il y a des problèmes relationnels, familiaux et tout. Il faut dire que ça peut être choquant quand on voit le nombre d'argent qui est jeté par les fenêtres dans les fêtes. Alors il faut être un peu con, il faut dire, alors bon, ils sont pas très très fufutes, hein. Alors ils sont futés pour monter des arnaques, mais ils n'ont pas un niveau d'intelligence et de réflexion très grand, parce que à claquer du fric comme ça, avec sexe, drogue, rock'n'roll et pute, je dois avouer que bon, évidemment, vous faites remarquer un tout petit peu. Voilà. Donc
Donc la première partie est hyper intéressante, très addictive. La deuxième partie, ça s'appelle 200. Voilà, au dernier épisode, on a bien compris que ça allait dégénérer, que ça allait fourguer, parce que vous imaginez bien, les deux petits truands, la première semaine de Belleville, ils font la nique au jeune compte trader, et lui, il se retrouve le nez dans le bac à sable, voire dans la coke. Mais tout est une question de point de vue, on est bien d'accord. Voilà, donc j'attends avec impatience la deuxième saison, enfin la deuxième partie de la première saison, parce que je le trouve vraiment bien foutu. Tous les acteurs sont hyper bons. Franchement, ils sont tous à l'unisson. Il y a Ramsey, mais alors Vincent Lindon est impressionnant, mais tous sont vraiment bien castés. Voilà, tous, même les plus têtes à claque, même ceux que vous détestez d'emblée de jeu, vous les suivez parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît. Voilà. Donc ça s'appelle D'argent et de sang, c'est sur Canal+. Donc si vous aimez, alors ça serait un engrenage version magistrat. Alors pas au niveau d'engrenage, on est bien d'accord, mais franchement c'est du bon calibre. Voilà, donc allez-y. Et dernière série, qui est une série assez particulière, c'est une série de SF qu'on a déjà vu, je sais, Voyage dans le temps, machin. Vous allez me dire, oh non Lisa. Oui, voulez-vous. Moi j'aime Wells, vous êtes au courant, donc voilà. Donc maintenant, Huxley, Wells, Orwell étant mes chéris dans la science-fiction, vous vous doutez bien que ce genre de truc, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, cette série s'appelle Bodies, c'est donc sur Netflix. Sur Netflix ? Oui, c'est sur Netflix. J'ai eu un doute. C'est sur Netflix. Donc en fait, il y a 4 temporalités avec des voyages dans le temps. Alors, le début, le truc est basique, c'est on trouve un cadavre dans une rue, un genre de cul-de-sac à Londres. Il est tout nu. Il a visiblement pris une balle dans l'œil. Alors, il est mort pour les 3 temporalités. Une 4e, il va crever, on le sent. Voilà. Mais c'est le même. C'est le même homme. Simplement, dans le premier épisode, alors il faut bien suivre le premier épisode pour pas vous perdre après. Dans le premier épisode, il vous pose la date. Donc, ils vous mettent en gros, en gras et en caractère style... non, mais si, vous voyez, Times New Roman 183 en gras. Ombré. Histoire que vous y... la date, et il vous montre l'inspecteur ou l'inspectrice qui va se charger de l'enquête. Donc après, dans le deuxième épisode, ils mettent plus les dates parce qu'en fait, déjà les époques sont différentes, les habits sont différents et les personnages sont différents. Sauf évidemment ce fil rouge de ce type-là. Mais les inspecteurs ne le sont pas, donc vous ne pouvez pas vous tromper, ou alors vraiment vous le faites exprès. Donc on est aux alentours de 1890 et des poussières. Ensuite on est autour de 1941. Puis on est aux alentours de 2023. Enfin on est en 2023 parce qu'il y a une catastrophe qui va arriver. Donc on est en 2023. Et ensuite, on est vers les années 2050. Et chacun des inspecteurs donc, va se retrouver avec ce cadavre sur les bras et va enquêter. Alors au début, c'est très étrange. On est bien d'accord, c'est bizarre, il semble tomber du ciel, il n'y a rien qui match. Bon, alors je rappelle que avant... Voilà, avant les années 90, voire 2000, ils n'avaient pas trop de moyens de savoir. Mais chacun inspecteur a son problème personnel à gérer. Ils ont chacun leur vie, chacun leur époque, avec les mœurs de leur époque. Chacun est engoncé dans les mœurs de son époque, pas forcément bien à l'aise avec sa vie, avec son corps, avec ce qu'il a. Mais bon, voilà, il est inspecteur de police. Et donc, on va suivre ces 4 inspecteurs de police avec ce fil rouge de qui est cet homme. Et on va comprendre qu'en fait, il est venu du futur pour revenir dans le passé, à ces époques-là, pour un espèce de... Alors, c'est pas une secte, mais c'est ce qui se passe après la catastrophe de 2023 qui se passe à Londres, parce que tout se passe à Londres, en fait. Le truc est vraiment... voilà, le mec, il tombe dans une ruelle de Londres, pareil, voilà. Et en fait, on va comprendre que dans le 2050, en fait, après la catastrophe de 2023, il y a 2 mondes qui se font face. Il y a ceux qui ont accepté de se soumettre à une genre de dictature virtuelle avec tous les avantages
que l'on peut avoir du futur, de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a une très bonne réflexion là-dessus, de toutes les interventions qu'on peut avoir pour améliorer la vie grâce à certaines améliorations techniques, scientifiques, technologiques, etc. Et ceux qui ont refusé et qui vivent en marge, tels des gueux, de l'autre côté de la Tamise, mais qui refusent de se faire pucer, qui refusent de se faire suivre, qui refusent le système en place. Et donc, il y a un monde à deux vitesses. Simplement, il y a ce cône, ce vortex possible de voyager. Et donc, on comprend pourquoi cette personne est repartie et qui était le mec. Voilà, qui est par terre et quel est l'inspecteur qui intervient, parce que tous ont leur impact. Alors il va y avoir sûrement une saison 2, mais tous ont leur impact sur cette histoire-là, qui leur tombe dessus en gros, mais ils font tous des choix qui impactent ce qui se passe en 2050, donc chacun revient un peu à l'arrière pour savoir un peu comment on peut gérer le truc. Comme ça m'a l'air nébuleux, je sais. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle nous est en train... Oui, alors c'est un peu nébuleux, mais ce n'est pas. Alors c'est quelquefois prise de tête, je dois avouer, mais les mœurs de l'époque, le contexte à chaque fois de l'inspecteur, sa vie personnelle, ses impacts dans sa vie personnelle, ses impacts dans sa vie amoureuse, ses relations avec ses collègues, etc. À chaque fois, c'est hyper bien foutu. Chacun a une grosse coquille sur la gueule. Enfin, en gros, ils ont un gros caillou dans la chaussure où ils portent le poids du monde, si vous voulez. Il y en a certains qui sont engoncés dans leurs mœurs de l'époque et donc il ne faut pas dépasser, etc. Et donc, il y a des travers. Alors, c'est très bien foutu parce qu'en fait, on montre l'évolution aussi de la société. Alors là en l'occurrence britannique, mais on montre l'évolution de la société à tous les points de vue sociétaux, au point de vue des relations hommes-femmes, au point de vue des relations entre les personnes, etc. Et il y a un homme, d'ailleurs vous le voyez dans l'affiche, il y a un homme qui d'ailleurs dans cette affiche fait un très gros plan. C'est le seul truc que je me suis posé la question pourquoi il le mettait en gros plan, parce que ça veut dire qu'il faut le caler et dès qu'on le voit il faut dire ah c'est lui important, alors que c'est dommage. Mais chacun des inspecteurs, donc il y a 2 femmes et 2 hommes, les 2 hommes sont au début, fin du 19e et début 20e, et les 2 femmes sont donc au début du 21e et au milieu du 21e. Et c'est vraiment bien foutu. Voilà. Après, je vous dis, c'est un peu prise de tête. Si vous suivez pas le premier épisode bien comme il faut, vous allez décrocher dans le 2-3. Et au 4, vous allez vous dire « Ah putain, j'étais où ? Je me suis paumée. C'est où la voie d'arrêt d'urgence que je revienne en arrière ?» Voilà. Donc, faites très attention quand vous allez voir Bodies. Mais franchement, c'est bien foutu. Moi, j'ai passé un très bon moment à regarder. Donc, écoutez... tant qu'à faire, c'est pas mal, moi je trouve. Voilà. Donc ça, c'était le programme culturel du mois de décembre. Donc un film un peu d'amour. Oui, si. Ah bah si, Lisa peut regarder ce genre de truc, oui. Oui, alors non, elle n'a pas sorti le Kleenex, elle a fait un calmez-vous. J'en suis pas encore là non plus, hein, voilà. Mais c'est un très joli film. Puis période de Noël, comme ça vous couinerez de bonheur. Après, moi je la comprends, je me serais cassée avec son amant. Hein. Ah bah si, à un moment donné, si, à choisir. Je me serais cassée bien avant. J'aurais pas tergiversé, moi. Elle a tergiversé un tout petit peu trop, la petite. Moi, je n'aurais pas tergiversé des masses. 2 séries, donc une science-fiction et une très actuelle, très contemporaine. Et donc un documentaire sur une écurie de Formule 1, Broad JP, et notamment son champion du monde, Jenson Button, toujours aussi sexy, avec Keanu Reeves. Voilà. Un intervieweur sexy. Si vous faites rien pour le soir de Noël... Vous avez le Papa Noël Keanu Reeves. Moi, je vous dis que rien que ça m'a... Oh là là, je peux demander au petit lutin de m'apporter Keanu Reeves. Ah, il est marié, chien. Bon, après, c'est un mec normal. Il a épousé une femme de son âge. Ce type est parfait, en fait. Cherchez pas. Keanu Reeves est parfait. Il se maque pas avec les gamines, lui. Il cherche pas une fille beaucoup plus jeune que lui. Il a pas le syndrome DiCaprio. C'est pour ça que toutes les filles sont un peu amoureuses de Keanu Reeves quand même. Il est beau, il est intelligent, il est normal. Que voulez-vous dire ? Il y en a un seul, il y en a une qui l'a chopé. C'est foutu pour nous les filles. Tant pis. Faudra qu'on revienne dans une autre vie. Allez, hop.
comment on peut dire, continuation du blog.